Et dans sa dernière intervention, j'ai aperçu quelques éléments de la question que je m'en vais actuellement poser, la 7e. Et toutefois, nous allons encore la poser. 8 mois après l'élection présidentielle du 22 février, quelle nouvelle approche pour relancer la lutte, Monsieur Koda Pierre Kamessou? Oui, merci Salomon, des questions assez difficiles. Écoutez, comme vous venez de le dire vous-même, il y a eu des bribes de solutions qui sont déjà dans la réponse que j'ai donnée à la question précédente. Mais je l'avoue qu'il n'y a pas de solution miracle ni d'homme providentiel. C'est prendre conscience à tous les Togolais à part eux-mêmes. Et c'est là où j'ai invité à une introspection de tout Togolais pour voir quel est notre rôle, quelle est notre part, qu'est-ce que chacun de nous peut faire. Il nous faut prendre exemple sur ce qui se passe ailleurs dans notre sous-région. Je me souviens déjà dans les années 90, la période des conférences nationales. Le Bénin a été le premier cas qui a réussi. Les Togolais se sont tellement insultés, arrachés, de gros latins, des belles phrases, des phrases, mais Dieu, mon Dieu, les Français, même alors, je dis, mais ces Togolais, ils parlent tellement bien français. Mais ils sont passés à côté parce que ce qu'il faut, c'est cette humilité, cette, disons, confiance mutuelle et qui n'existe pas, qui n'a pas existé. Et comme je le dis, même dans toute œuvre humaine, dès que la méfiance s'installe, il est très, très difficile de pouvoir travailler ensemble, d'arriver à faire ce qu'on veut, à atteindre les objectifs. Alors, je voudrais suggérer, c'est seulement des suggestions, qu'il y ait une assise de l'opposition togolaise. Une assise seulement de l'opposition togolaise pour discuter, clarifier et confirmer les objectifs que nous poursuivons vraiment. J'ai eu l'impression, avec les quelques moments que j'ai passés, que nous ne poursuivons pas toujours les mêmes objectifs, même si on pense. Donc, il n'est pas inutile de les clarifier et de les confirmer. Et au cours de cette assise aussi, définir les approches et méthodes à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs une fois que nous les aurons clarifiés et confirmés. S'il n'y a pas de clarté, si nous pensons que l'autre pense que nous pensons que ce qu'il pense, alors là, on peut se tromper. Nous avons des regroupements dans ce pays, du code, je ne sais pas, du FRAC, de ceci jusqu'à la C14. Tout cela n'a rien donné. La population était dehors. Des millions de moins ici. J'ai marché en septembre et puis le 5 octobre, la marche de la colère, où il y a près de combien, je ne sais pas, peut-être 1 million de Togolais dans la rue. Mais on n'en a pas fait grand-chose. Parce que les leaders, la confiance qui doit exister, ça n'existe pas. Et on se reproche mutuellement des choses sans avoir aussi le courage de dire à l'autre, quand on n'est pas d'accord pour certaines choses, en groupe, on faut avoir ce courage de le dire. Dès qu'on n'a pas et qu'on se tait, alors on laisse des zones d'ombre. Et ces zones d'ombre-là finissent par faire détruire toute l'organisation. Rechercher les synergies gagnantes et faire naître une confiance mutuelle. Je dis faire naître une confiance mutuelle qui manque cruellement. Je pèse bien mes mots. Faire naître, je n'ai pas dit renaître, parce que ça n'a jamais existé. Entre nos grands frères, depuis les temps des années 90 à aujourd'hui, je sais toujours qu'il y a eu cette guerre d'ego, de combat, et c'est ce qui nous amène à ce que nous observons et que nous continuons d'observer aujourd'hui. Je dirais aussi que la société civile a un rôle crucial à jouer. Mais cette société civile doit mieux s'organiser et être réellement indépendante, c'est-à-dire éviter toute perception, je dis bien perception, d'un alignement quelconque.
Parce que, vous savez, au Togo, on accuse beaucoup de choses. La vérité, je n'en sais rien, mais les perceptions sont aussi fortes que la vérité. Et donc, il faut éviter même que nous ayons une perception quelconque d'un non-alignement ou bien d'un alignement sur un parti ou autre chose de la société civile qui a un grand rôle aussi à jouer. J'ai donné simplement là quelques suggestions. Je n'ai pas la potion magique, mais je suis certain que c'est ensemble que nous devons. Et je vais vous dire, sans dévoiler les secrets de ce qui se passe actuellement, qu'on m'a chargé d'aller avec un certain nombre de personnes de la dynamique pour refaire le tour de tous les acteurs politiques et combiner, vraiment discuter avec eux pour voir dans quelle mesure on peut encore rattraper un certain nombre de choses et se mettre ensemble. Je ne sais pas si ce sera une tâche facile, mais nous devons faire le pas historique, quelle que soit la réceptivité que nous aurons de l'autre côté. Donc voilà un peu, je pense, la façon dont moi je vois les choses, cette assise-là, dans la clarté, confirmer nos objectifs et les clarifier, chercher les synergies gagnantes, et puis faire naître cette confiance mutuelle qui a manqué cruellement à la lutte au Togo. Voilà ce que je peux dire, tout en ne pas négliger le rôle de la société civile. Je vous remercie pour cette question. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Pierre Boda Gabessou, pour cette brillante intervention et qui nous donne espoir. Nous vous souhaitons une très bonne chance lorsque vous prendrez votre bâton de pèlerin et pour essayer de convaincre les acteurs politiques afin que notre pays puisse retrouver l'espoir. Je passe la main à mon collègue Olivier. On ne peut pas manquer de citer la société civile, une société civile effectivement à refonder ou reconstruire ou à restructurer. Et moi, ma question va dans l'autre partie de la société civile qui se trouve hors du pays, la diaspora. Alors, je voudrais savoir, ma question est, dans quelle mesure vous pensez que selon vous, la diaspora togolaise pourrait être utile dans cette lutte? Voilà. Nous avions à l'époque contribué largement dans la vie politique togolaise au temps de la C14 jusqu'à maintenant. Et maintenant, comment vous envisagez l'implication de la vie politique de la diaspora à cette phase de la lutte aujourd'hui? Merci. Allô? Merci Olivier pour cette question. Oui. Je suis de la diaspora et en même temps, je suis maintenant de plus en plus sur le terrain également. Je viens de rentrer à peine un mois et demi de la diaspora. Donc, je dirais que je crois que la diaspora a contribué et a toujours contribué de manière multiforme à la lutte. Ça, c'est indiscutable. Maintenant, la question qui est comment pourrait-elle être plus utile? En fait, il s'agit de maximiser l'utilité de cette diaspora-là. Je vais répondre franchement. Je dirais d'abord en cessant les querelles de chapelle. La diaspora doit cesser les querelles de chapelle. Nous voulons une diaspora qui soit simplement diaspora et qui regarde le Togo en tant que Togo, notre patrie, et alors apporter sa contribution. Mais tant que nous voulons porter des maillots de tel parti, de tel parti, de tel parti, nous amenons, nous externalisons les divisions qui sont déjà sur le terrain. Si la diaspora veut constituer un ciment pour les partis politiques, elle doit cesser
de cesser les querelles de chapelle. Première chose, pour maximiser son utilité. Deuxième, je dirais, en établissant une passerelle solide entre la diaspora et le terrain. Nous pouvons contribuer en stratégie. Nous pouvons contribuer en, disons, intelligence. Tout simplement, ce n'est pas que les gens qui sont sur place ne le sont pas, mais le fait d'avoir vécu dans d'autres pays où il y a d'autres manières de faire, et on voit, ça nous permet de faire des comparaisons. Je crois d'ailleurs que la force qu'on a quand on va à l'extérieur, tout ça, c'est ça. On a des éléments de comparaison. Et ça nous permet d'avoir un peu plus de jugement, d'avoir un peu plus de bon sens, je dis seulement un peu plus, et qui permet de pouvoir avoir un apport intellectuel stratégique à ceux qui sont sur le terrain. Et le troisième élément que je peux ajouter, c'est dire que, vous savez, il faut avoir les moyens de sa politique. Jusque-là, on pense que, voilà, c'est M. X qui veut être président, ça c'est son problème, il n'a qu'à s'organiser pour avoir les moyens de sa politique et de faire. Non. Je ne pense pas que ça se passe comme ça nulle part ailleurs. D'ailleurs, ceux qui sont en Occident viennent chercher leurs sous dans nos pays. Et nous, on va aller les chercher où? Chez eux. Donc, nous sommes obligés, entre nous, de pouvoir, à chacun avec ses moyens, contribuer. Alors, je dirais, la diaspora doit renforcer sa contribution financière à la lutte, mais avec une meilleure organisation pour accroître la transparence et la traçabilité de ces ressources-là. Et que les utilisateurs sur le terrain ou ailleurs puissent rendre compte avec clarté. Mon métier de banquier, de financier, d'économiste m'impose depuis les 35 ans que je travaille une certaine rigueur dans toute gestion et surtout quand il s'agit de la gestion financière des ressources qui ne nous appartiennent pas. Et même si c'est à nous, on doit avoir une rigueur dans la gestion de son propre budget personnel. Alors, je dirais tout simplement, voilà, transparence, traçabilité, redevabilité. J'invite également les uns les autres de la diaspora à faire aussi cette introspection, à se poser la question, qu'ai-je fait moi concrètement pour aider mon pays à sortir de ce cacan depuis des décennies? La déception est grande. Nous sommes tous déçus en tant que Togolais, en tant qu'Africains, en tant que Noirs. Ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, qu'on voit en Chine, qu'on voit aux États-Unis, le 25 mai, on était là. Quand quelqu'un dit « I can't breathe », et ça fait le tour, l'émotion est passée, et puis quoi après? Qu'est-ce que nous faisons concrètement, chacun, pour sortir notre pays de ce carcan depuis des décennies? Suis-je acteur ou spectateur ou ragoteur? Excuse-moi, je ne sais pas si le mot existe, mais il y a beaucoup de ragots. Si ça n'existe pas, il faut qu'on mette dans le dictionnaire les ragoteurs. Oui, ceux qui, sans avoir vu, parlent. Ceux qui insultent sans avoir aucun élément. Des gens qui ne connaissent même pas. Et on passe tout notre temps sur les réseaux. Je crois que la diaspora peut se ressaisir et être plus utile en se basant sur quelques éléments, les 3 éléments que j'ai donnés, qui est qu'il faut cesser les querelles de chapelle, faire la passerelle solide, écouter le terrain, qui est de feedback, diaspora, terrain, constamment, et que finalement, on organise mieux notre apport financier avec plus de traçabilité et de transparence. En imposant aussi à ceux qui utilisent les ressources de pouvoir être redevables, de rendre des comptes.
Je crois que c'est tout ce que moi je peux dire pour l'instant. Comme je dis, nous n'avons pas la science infuse, nous n'avons pas la totalité des réponses, mais je donne quelques suggestions qui peuvent amener en causant à d'autres réponses. Je vous remercie. Merci, Monsieur Podar. Vous avez largement répondu à ma question. Et il est vraiment indéniable que la diaspora est plus que divisée. Nous le constatons sur nos multiples plateformes. Nous n'arrivons pas à tenir de débats civilisés. Ça, on ne peut pas le nier. Et je retiens ces 3 points. Alors, il nous faut une diaspora qui doit cesser des querelles, des divisions, une diaspora qui doit être à même de pouvoir s'asseoir, de discuter, s'entendre et savoir débattre, quelles que soient nos divergences, nos diversités d'opinions et autres. Une diaspora qui doit également avoir un lien avec les compatriotes au pays et une diaspora qui doit s'organiser pour pouvoir regrouper des moyens financiers et également organiser une traçabilité de tout ce qui se fait. Donc, ce sont les 3 points que je retiens de votre intervention et je vous remercie beaucoup. Je passe la main à Cyriac pour la suite. Merci, monsieur. Merci. Pas manquer de citer la société du célèbre journaliste Ferdinand Haïté, que je salue ici au passage, a relevé récemment d'importants détournements de fonds dans la gestion des prix de la commande des produits pétroliers au Togo. Comment voyez-vous les suites de cette rocambolesque affaire? La justice togolaise est-elle une garantie pour le triomphe de la vérité dans cette affaire? Monsieur Gamessou, vous avez la parole. Merci. Voilà ma question. Oui, merci Cyriac. Je voudrais tout d'abord saluer le courage et le professionnalisme de nos journalistes qui n'ont pas la vie facile et travaillent dans des conditions parfois extrêmes pour éclairer sur l'actualité. Et particulièrement, puisque vous en avez parlé, le journal Alternative qui accomplit un travail sérieux et remarquable pour mener des investigations dans la jungle que nous connaissons tous et pour révéler avec une grande habileté ce qui semblerait être un détournement de fonds historique en mettant au grand jour les pratiques d'un réseau tentaculaire. J'ai eu l'occasion d'être interviewé à 2 reprises par Ferdinand et que je salue aussi au passage. Et je peux dire que cette question ou ce que révèle aujourd'hui le journal Alternative ne me semble pas tout à fait une pratique nouvelle. Pour ceux qui connaissent un tant soit peu la structure des prix des produits pétroliers ou d'hydrocarbures, je n'ai pas eu à travailler sur cette structure des prix au Togo, mais durant toute ma carrière, j'ai eu à travailler sur cette structure des prix dans beaucoup de pays. Je peux vous dire qu'entre le coût d'un baril qui arrive au port, prenons le cas ici, le port de Lomé par exemple, fret et assurance compris, le prix de ce baril-là, il est connu. En ce prix et le prix à la pompe d'un litre d'essence, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Les taxes, différentes taxes, le coût de transport, l'égalisation du prix, par exemple, pour qu'une ville à Sokodé ne soit pas trop pénalisée par ceux qui sont à Lomé et qu'on fasse en sorte que le prix soit le même ou pas trop différent. Il y a une formule d'égalisation et il y a des frais qui rentrent. Et tout cela rentre dans la formule qui va donner le prix final d'un litre à la pompe. Et sans compter, sans oublier au passage,
les fluctuations de taux de change entre le dollar US américain, puisque les prix pétroliers sont donc libellés en dollars. Alors, il y a un taux de change entre ce dollar et le franc CFA. Alors, avec des fluctuations, ça monte, ça descend. Vous savez, le dollar, c'est une monnaie qui fluctue. Alors, cela peut donner lieu à des manipulations de tout genre. 1 franc, 5 francs, 10 francs par litre qui est mis quelque part dans cette formule et qui n'est pas très clair pour tout le monde. D'ailleurs, tout le monde n'a pas cette formule-là dans la main, cette structure des prix peut amener à des montants extrêmement importants. Donc, qui est détournement, pour moi, je crois que il faut saluer le courage du journal qui a mis ça sur la place, mais il me semble, à mon avis, que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Le ministère du Commerce, les ministères du Commerce, puisque c'est de ça, je crois que c'est le ministère du Commerce quand même qui s'occupe de ces prix et a à sa possession une structure des prix où on peut mettre, il peut avoir à boire et à manger, vous savez. Donc, voilà ce que je peux dire. Je crois que c'est quelque chose que les populations doivent regarder de plus près, comment l'arrivée d'un baril de pétrole au port, et comment, qu'est-ce qui rentre dans ce prix jusqu'à ce qu'on arrive à un prix à la pompe que nous payons pour que finalement il y ait des pressions et qu'il y ait de la clarté, de la transparence, de la formulation de ces prix-là, puisqu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Alors, quant à la justice togolaise, je ne saurais dire grand-chose. J'ai seulement l'impression que la majorité des Togolais ne croient plus à cette justice-là. Il y a une crise de confiance entre les Togolais et la justice togolaise. J'attends simplement de voir comment cette affaire va être réglée et ce qui va en ressortir. Mais quel que soit ce qui en sort, il faut que les Togolais se disent que non, nous devons faire en sorte de mieux connaître cette structure de prix, de questionner chaque ligne, les taxes qui rentrent, les coûts de transport d'un coin à l'autre, la marge du pompiste et tout cela pour voir comment vraiment on arrive à 420, à 450 au prix à la pompe. Parce qu'en temps, il peut y avoir des lignes qui ne sont pas tout à fait claires. Voilà, je dis cette question et je salue encore au passage et je souhaite en tout cas beaucoup de courage à notre compatriote de l'alternative et à tous les journalistes qui se battent sur ce terrain-là, sur le terrain. Ils n'ont pas la vie facile. Donc voilà moi ce que m'inspire cette question-là et un travail sur cette affaire dans beaucoup d'autres pays. Oui, il nous a amené d'aplatir, tout simplement, le mot est là, aplatir cette formule. C'est en cascade des taxes même qui sont calculées sur d'autres taxes. Il faut vraiment avoir la technicité et aussi recevoir cette formule, cette structure des prix, des produits pétroliers et maintenant aller en détail pour voir vraiment ce qui se passe. J'espère que ce travail se fait quelque part. Merci. Merci, M. Gamessou Foda, pour cette brillante intervention, pour ces explications qui nous vont tout droit au cœur. Et effectivement, je réitère une fois encore que je salue ici au passage notre illustre journaliste Ferdinand Haïté, à qui je demande de compter sur nos soutiens indéfectibles. Et merci. Et sans plus tarder, je remets la parole à mon confrère et Faustin. Merci. Notre conférencier, M. Pierre Gamessou Foda, pour ce temps précieux qu'il est en train de partager avec nous dans cette spéciale conférence débat pour éclairer la lanterne de plus d'un sur l'actualité politique de notre pays, le Togo. Monsieur Foda,
2 grands journaux britanniques et français, plus précisément le journal Guardian et le journal Le Monde, ont fait de troublantes révélations sur l'espionnage téléphonique des leaders politiques et religieux et de la société civile par le régime de Faure Gnassingbé. Après plusieurs mois, M. Koda, comment peut-on expliquer le silence gardé sur cette sordide affaire par le gouvernement et l'Assemblée nationale? Voilà donc ma question pour vous, M. Koda. Merci, Faustin. C'est une question qui doit être adressée au gouvernement et à l'Assemblée nationale. C'est à eux de s'expliquer. Je ne comprends pas ce silence parce que les faits sont graves. Très, très graves. Je crois qu'il faut inviter tout citoyen simplement à savoir qu'aujourd'hui, le téléphone intelligent, le smartphone, comme disons, c'est connecté, on peut vous traquer partout où vous êtes, même si vous fermez votre téléphone, si on veut vous écouter, on vous écoutera. Il faut simplement que les gens fassent très attention. Je m'amuse à dire, quand au temps de Mitterrand, je voyais ce grand monsieur, ce grand Français quand même, président, quand il a de grandes choses à dire, je crois qu'il marche dans le champ, il marche avec ses proches dans les jardins, quand on a des choses sérieuses à se dire. Aux États-Unis, je crois que ça se passerait sur les champs de golf. Parce que même si on est chez soi, aujourd'hui on est surveillé. Hein. C'est ces téléphones qui nous rendent beaucoup de services, mais sont en même temps des objets d'espionnage. Donc il faut en tout cas faire très attention. De mon côté, je pense que le respect de la liberté et de la vie privée de chacun est essentiel. Il est vrai que nous vivons, comme je le dis, dans un monde hautement connecté où l'information et sa traçabilité sont systématiquement associées. Ça m'amuse quand je descends, je voyage aux États-Unis, je descends à Paris tout de suite, mon téléphone me dit « bienvenue à Paris » tout de suite. Donc, ça veut dire que quelqu'un sait que je suis à Paris, en tout cas. Et me dit « bienvenue ». Voilà. Donc, je suis connecté au monde, on me suit partout. On ne peut pas s'en défaire. Bien sûr qu'il y a encore des applications qui peuvent vous permettre d'enlever tout cela, mais il faut s'y connaître. Alors, il faut pourtant, malgré cela, cette connexion, cette connectivité, réussir à préserver l'intégrité des personnes et le droit d'expression. Cette technologie devait nous servir à protéger les États, à protéger les personnes du danger, de l'extrémisme, de certains groupes extrémistes, des malfrats, il y en a toujours. Ça, c'est compréhensible. Mais quand on les utilise pour espionner, persécuter des acteurs et autres personnes pour des raisons politiques ou autres, je crois que c'est un abus inadmissible. Il me souvient l'affaire Watergate aux États-Unis, où le président Richard Nixon espionnait aussi également ses adversaires. Et la suite, vous connaissez, ça a mené à la démission du président Nixon, fracassant. Et c'est resté dans l'histoire des États-Unis. Donc, utiliser ces moyens, c'est inadmissible, c'est anticonstitutionnel. Et on peut avoir des gens sur écoute si vraiment ce sont des dangers publics, des extrémistes, parce qu'il faut quand même, la sécurité de l'État est quand même quelque chose qu'il faut assurer, mais l'utilisation qu'on en a fait dans ce genre de choses est inadmissible. Et je dirais encore quelque chose de plus. Ça, nous voyons simplement cet aspect-là. Mais quand ça se passait aux États-Unis, ils ne sont pas allés avec la technologie de X ou Y. Nous, les Africains, je dépasse le Togo maintenant, nous devons maîtriser notre destin. Et ça passe par la science, la technologie et la maîtrise de tout cela. C'est un objet d'espionnage qui n'appartient pas à nous. Ça veut dire que ce que vous suivez, d'autres aussi le suivent avec vous.
Nous sommes des pays trop dépendants de beaucoup de choses. Et il faut que l'éducation dans tous les pays africains amène à créer de grands scientifiques, de grands informaticiens, de grands médecins, tout ce qu'il nous faut pour que de petit à petit, nous retrouvons cette indépendance technologique, l'indépendance au niveau des médicaments. Aujourd'hui, on dit il ne faut pas prendre ce virus, il ne faut pas prendre le vaccin, il ne faut pas prendre ceci. Mais nous-mêmes, on est incapables jusque-là de pouvoir faire quelque chose. C'est de ça qu'il faut travailler. Et non simplement de se faire espionner pour des raisons que tout le monde sait. Voilà, moi, ce que ça m'inspire. Je trouve que c'est inadmissible et nous attendons de pied ferme que le gouvernement et l'Assemblée nationale puissent s'expliquer sur ces révélations graves. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup, M. Pierre Gamisukouda, pour vos éléments de réponse. Au regard de tout ce que vous venez de dire, il est clair que le combat à mener pour la liberté d'expression au Togo reste entier, ce qui est tout à fait déplorable. Je pense bien naturellement que ce soit ceux qui sont au pays et ceux qui sont au niveau de la diaspora contribueront en sorte que ce combat soit mené et qu'un jour les Togolais quand même arrivent à s'exprimer librement partout où ils sont. Sans trop tarder, je vais passer le micro à mon co-animateur, M. Olivier, pour la question suivante. Merci beaucoup, M. Pierre Gamisukouda. Ma troisième question de cette soirée, et laquelle question sera certainement la dernière de cette conférence édifiante. Le monde entier est confronté depuis quelques mois au fléau du Covid-19. À l'heure actuelle, la pandémie a repris une progression inquiétante. En France, on vient d'affranchir le cap d'1 million d'infectés. L'Allemagne est en alerte. Les USA sont débordés. Partout, c'est la panique. Chez nous, comment appréciez-vous la gestion de cette pandémie mondiale par le gouvernement usurpateur et illégitime du tyran fort? Je vous laisse le soin de nous répondre. Merci. Oui, merci Salomon pour cette question. Permettez-moi d'abord d'adresser mes sincères condoléances aux familles qui ont perdu des parents et des proches en raison de cette pandémie planétaire, comme vous le dites, qui secoue toutes les nations indépendamment de leur stade de développement. Les pays les plus développés comme les moins développés font face à quelque chose d'inattendu. On dit que gouverner, c'est prévoir, mais je crois que cette pandémie a surpris pratiquement toutes les nations du monde. L'Afrique s'en sort mieux relativement en raison, je dirais, notamment de mode de vie des Africains. On est plus dehors, c'est bien. De son régime alimentaire, vous savez, nos mamans, notre cuisine déjà, c'est toute une chimie. Quand je vois aujourd'hui, on met l'ail, on met l'oignon, on met le gingembre, on met des choses comme ça, on ne savait pas comment nos mamans nous préparaient nos systèmes immunitaires. Aujourd'hui, on découvre que, voilà, elles avaient beaucoup de connaissances, nos mamans, elles savaient ce qu'elles faisaient. La cuisine n'est pas simplement pour l'appétit et le goût, mais également, c'est en même temps des aliments pour nous renforcer. Nous remercions nos mamans. Et probablement que son climat aussi l'aide, je n'en sais rien. Je laisse le soin vraiment aux scientifiques qui sont aussi un peu perdus, hein, parce que je crois qu'il y a autant de réponses que de scientifiques maintenant, et ça sème une certaine confusion. Mais je laisse le soin aux scientifiques de nous éclairer un jour sur ce qui se passe réellement. On souhaite que très rapidement, ces scientifiques, les laboratoires qui travaillent un peu partout, puissent arriver très rapidement à trouver les moyens de guérir cette pandémie et également si le vaccin arrive pour ceux qui veulent, qui peuvent, parce que là aussi il y a beaucoup de confusion, la communication est tellement
maîtriser que des gens déjà sont hésitants à aller au vaccin, mais je crois que c'est tout à fait normal. Maintenant, ce qui concerne nos pays, bon, il faut apprécier à sa juste valeur les efforts consentis par ce gouvernement que vous avez qualifié, sur lequel je ne peux pas revenir. Il y a une certaine réactivité appréciable face à ce fléau planétaire. Parce que quand je vois comment aux États-Unis, en France, en Allemagne, les gouvernements se débattent, on ne peut pas jeter la pierre à ce que ce gouvernement a fait. Et même s'il y a des insuffisances que je vais relever, c'est par exemple les dérapages qui étaient relevés ici et là, imputables aux violences exercées sur les populations par les forces en charge de la gestion de la COVID. Je n'en vois pas du tout la nécessité. Je ne vois pas qu'il y ait des morts parce qu'on veut mettre les gens dans le coup-feu, ceci. Bon, partout aux États-Unis aussi, il y a eu des fois des accrochages entre ceux qui veulent les autorités, la police et certains récalcitrants qui ne veulent pas porter le masque, qui ne veulent pas. C'est partout, mais on n'est pas allé jusqu'à vraiment qu'il y ait des morts de femmes, des gens qui ne peuvent pas sortir pour faire leurs besoins. Je crois qu'il y a eu trop d'abus. Et c'est ça aussi qui me pose le respect que nous, Togolais, nous avons vis-à-vis de nos compatriotes nous-mêmes. Vous avez une responsabilité à exercer vis-à-vis de nos Togolais et ça vous donne la puissance de faire ce que vous voulez. Je crois que ça, c'est inadmissible. Ça, il faut le dire clairement, c'est vraiment inadmissible que les Togolais ne puissent pas se respecter entre eux, quel que soit. De toute façon, quand vous voyez quelqu'un dans la rue, vous ne savez même pas de quel parti il est, donc il ne faut même pas en parler. C'est simplement que nous ne nous respectons pas individuellement. Et ça, c'est un problème culturel qu'il faut arriver à corriger par l'éducation. Donc, je dirais plus de sensibilisation et plus d'éducation des organes en charge du contrôle de cette pandémie dans notre pays. Peut-on faire plus et mieux? Oui, certainement. Au Togo comme dans tous les autres pays. Chez nous, je pense qu'on doit privilégier aussi des solutions endogènes. Je l'ai dit tout à l'heure, si l'Afrique, d'une manière globale, est moins atteinte, c'est parce que dans notre façon de vivre, notre régime alimentaire, tout ça, il y a des choses qui nous donnent une certaine immunité, qu'on le sache ou non, et qu'il faut alors mieux valoriser nos connaissances traditionnelles et qu'on se mette plus à l'écoute des spécialistes nationaux, parce qu'il y en a, nous avons de grands professeurs ici aussi, il faut les utiliser. Il faut les utiliser, des gens qui sont formés à l'extérieur, qui sont venus aussi, et qui sont à côté de nos endémies, c'est-à-dire de nos problèmes, que des fois, on n'arrive pas à soigner à l'extérieur. Un septalude, vous pouvez l'utiliser aux États-Unis, parce qu'ils ne le connaissent pas. Donc, privilégions aussi nos recettes, nos connaissances traditionnelles. Ça a manqué. Et finalement, je dirais que la mise en place de réels filets sociaux pour assister les plus démunis, surtout les femmes, les enfants, et mieux accompagner les jeunes entrepreneurs, hommes, femmes, parce que cela devient un véritable challenge. Je vois beaucoup de Togolais et Togolaises qui n'ont plus grand-chose à cause de ce Covid, parce qu'en temps, on a fermé les régions même entre elles. Il n'y a pas de communication ni de transport de vivres d'un coin à l'autre. Et quand vous avez vécu ça 3-6 mois, mais vous êtes par terre et là, on ne sait pas comment se relever. Donc, il faudrait qu'il y ait plus de réflexion à ce niveau pour qu'on mette en place de réels filets sociaux pour aider dans ce domaine-là. Voilà un peu, moi, le sentiment que j'ai sur cette gestion de la pandémie, que d'un côté, oui, le gouvernement a eu certaines réactions très rapides, mais de l'autre côté, il y a beaucoup de dérapages qui ne devaient pas se faire, c'est inexplicable, et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire au niveau des filets sociaux, au niveau de la valorisation de nos connaissances traditionnelles et de l'utilisation mieux et rationnelle de nos spécialistes nationaux. Voilà un peu ce que m'inspire la gestion de cette maladie par le gouvernement togolais.
Merci beaucoup pour les réponses pertinentes à ma question. Personnellement, je ne peux que vous remercier pour vraiment cette conférence. Et nous sommes tous unanimes, j'en suis sûr, et que nous avons appris beaucoup et nous avons été édifiés. Je passe la main